C'est OK pour toi? Écoutez, bonsoir. Merci d'avoir bravé les premiers froids et puis surtout le climat qui est un peu incertain, qui fait que pas mal de gens rechignent à reprendre les vieilles habitudes. Nous sommes donc aussi en direct sur Facebook et nous sommes enregistrés par Nadia. Donc ça nous permettra d'élargir l'audience et de pouvoir faire partager l'intérêt de nos deux invités ce soir. Je suis bien content de recevoir parce que Salah, on ne se connaît pas, on s'est croisés quelques fois de temps en temps. Achour, on se connaît depuis très longtemps, mais sans s'être vu depuis des années aussi. Et j'ai particulièrement de plaisir ce soir à vous recevoir à la fois tous les deux, parce que nous verrons que vous avez pas mal de points en commun, que ce soit biographique, mais aussi dans les thématiques que vous abordez. Vous avez un autre point en commun, c'est la qualité de vos écritures, qui sont pourtant extrêmement différentes l'une de l'autre. C'est pas seulement parce que le support est différent, c'est-à-dire la poésie pour l'un et un ovni littéraire pour l'autre, on verra comment le qualifier, comment il mélange effectivement des genres et des approches. Et donc, je pense que c'est une façon aussi d'aborder un certain nombre de thèmes, c'est peut-être une question que l'on posera en fin de rencontre, un certain nombre de thèmes essentiels, quant à l'histoire peut-être de l'humanité sans être grandiloquent, mais peut-être aussi en fonction de l'actualité qui va nous tomber dessus pendant quelques mois. Présenter très rapidement le livre de Achour Ouammara est très extrêmement facile parce que tout est dans le titre, Voyage au bout de l'exil. Il est question d'exil du début à la fin, c'est-à-dire depuis le départ jusqu'au décès et à la quête du cimetière, en passant par les bifurcations générationnelles. Tout y est abordé depuis l'arrivée, ce qui n'est pas l'hospitalité, l'administration, la langue, les questions identitaires, l'héritage, etc., etc. Et c'est présenté sous forme de chapitres. Je crois que c'est un livre important parce que vous avez cette qualité qui est de rendre compte finalement d'un sujet complexe en ne taisant pas peu de choses de ce qu'il en est, du thème. Il y a eu deux livres très importants qui sont parus ces dernières années sur la question de l'exil. C'est le précédent livre du concours Mohamed Moukassar, qui s'appelait Le silence du cœur, et qui racontait l'arrivée de 70 rescapés sur une île sicilienne, et qui condensait véritablement la question de la réception plus que de l'accueil, et le comportement à la fois des demandeurs d'asile et d'un village avec ses hostilités et puis ses solidarités. Et l'autre livre, c'est un essai qui est signé par un universitaire spécialiste de littérature qui s'appelle Alexis Nous et qui parle de la condition exilique. C'est un terme que vous utilisez d'ailleurs, exilique. Et nous verrons en quoi effectivement votre livre est aussi s'inscrit dans ce sillage qui sont deux livres importants. Alors, donc, je disais qu'effectivement, vous me parlerez tout à l'heure de la forme qui est originale, qui mêle l'essai, le témoignage et le récit. Et puis surtout, bien évidemment, il y a la langue. Pour le coup, je pense que sans jouer sans Flaubert, c'est peut-être l'élément numéro un de votre ouvrage, c'est-à-dire que c'est une langue tout à fait particulière, formidable, enfin pour moi que j'aime beaucoup. Puisque la période est à Noël, c'est un véritable sapin de Noël parce que il y a des guirlandes et il y a des boules, ça illumine, ça pète, ça surprend, ça peut effectivement aussi égayer, ça peut pousser à l'étonnement, etc. Donc il y a votre langue, à mon avis, est l'intérêt premier, indépendamment de ce que vous pouvez dire. Et puis, il y a un ton. Alors, le ton, on en discutera, parce que lui, il n'est pas à l'optimisme, vous le dites d'entrée de jeu. Mais je pense que cette déclaration d'entrée peut être relativisée, nous verrons après plus loin. Salah Abdar, donc, avec vous, c'est un recueil de poésie, c'est très différent en termes de style et de support. Un certain nombre de vos poèmes ont été publiés dans la revue Apulée, d'ailleurs, hein, c'est ça, qui est pilotée par les éditions Zulma, notamment par Hubert Haddad et par l'ami Yahya Belaskri. Alors on y croise un certain nombre de thèmes qu'on retrouve hein, dans la question de l'exil chez Achour.
le thème de l'exil, le thème du départ, le thème de l'enfance, le thème du retour, le thème de l'absence, le thème du temps qui passe, le thème des identités. Puis il y a des éléments qu'on n'a pas chez Achour, qui sont bien évidemment la question de la culture et de la revendication culturelle, la question de l'indépendance, le fleuve détourné de l'indépendance, etc. La question de la rencontre essentielle, la rencontre de l'échange, la question de l'héritage qu'on a aussi chez Achour, et puis la question de l'amour. On verra qu'il y a pas mal de poèmes dans lesquels vous abordez l'amour avec beaucoup de pudeur, mais bien présent et peut-être au centre de votre démarche poétique. Votre langue à vous est autrement... elle n'est pas dans le genre de ce que j'ai présenté chez Achour. Je pense que vous avez une langue profondément douce, apaisante, si on peut qualifier un style de doux et d'apaisant, profondément humain, et nous verrons effectivement à travers un certain nombre de lectures que vous nous ferez en quoi cette langue est ce que je dis. Alors la première peut-être question qui va servir à la fois pour vous présenter auprès de notre public et puis pour situer votre travail, c'est pourquoi ce recueil de poésie pour vous, Salah, pourquoi ce travail sur l'exil pour vous, Achour, dans un parcours qui est très différent l'un de l'autre. Vous savez que vous êtes responsable du festival Strasbourg Méditerranée, et on sait que vous êtes universitaire, vous avez commis déjà un certain nombre d'ouvrages, Achour. Donc, pourquoi cette publication, l'un et l'autre, à ce moment de votre parcours, ou personnel, ou professionnel, ou biographique? Qui dit? Ah oui. Alors Azul, bonsoir. Merci. Merci de votre présence. Merci à l'ACB, l'invitation, qui me fait vraiment très très plaisir pour présenter effectivement ce recueil de poésie et de photographie. De photographie, exactement, je l'ai noté, et je suis un peu... Très très important, parce que on en reviendra peut-être à la photographie. Le statut de la photographie dans ce recueil n'est pas un statut d'illustration, simplement d'illustration, mais elle est intégrée dans le corps du poème. Donc c'est presque des poèmes visuels, et voilà, bon, ça peut-être qu'on reviendra. Et donc, d'abord, quelques mots sur la genèse de ce travail. C'est un travail qui s'est fait en 3 temps. En 2011-2012, j'avais ressenti le besoin, à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, j'avais ressenti le besoin, en repartant, je repartais assez souvent, mais là spécialement sur les lieux de mon enfance, une enfance dans la guerre, parce qu'à l'indépendance, j'avais 11 ans. Donc je fais partie de cette génération de l'enfance profondément marquée par cette guerre, ces traumatismes. Donc je suis reparti sur ces lieux-là, et des lieux, comme je disais dans le poème, quelque part abandonnés, des ruines, voilà. Et puis j'avais ressenti le besoin de commencer par prendre des photos, et puis je commençais aussi à écrire. Et donc ça a débouché sur un projet d'exposition, ça s'appelle Les Témoins du Temps. Donc photos et textes, j'avais présenté au Festival Strasbourg Méditerranée en 2013. Donc voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que comme c'était une exposition assez lourde, assez impressionnante, enfin je veux dire une installation, c'est quand même assez... Je veux dire, économiquement, c'est très difficile de la faire déplacer. Donc j'avais commencé à concevoir un récital. Lecture, musique et projection photo. Donc là, j'ai eu l'occasion de faire présenter un certain nombre de villes, ici à Paris, à Lyon, à Dijon, à La Roche-sur-Yon, etc. Et puis je l'ai présenté aussi en Algérie, 2 fois au théâtre régional de Gaïs, de Bougie, de Bijaya, et puis à l'université Mouloud Mamé à Tizi Ouzou. Voilà, donc ça c'est un premier. Et puis, troisième étape, j'avais effectivement ressenti le besoin de fixer un peu tout ça dans le cadre d'une publication enrichie, et puis bon, voilà, donc j'ai fait ce travail-là, donc
En fait, alors les photos, les textes s'échelonnent presque sur une cinquantaine d'années. C'est-à-dire que j'écris depuis très très longtemps, très très jeune, sans sans avoir aucune idée de publication. J'avais pas de projet de publication, mais j'écrivais. Puis je passais tout ça. Puis à un moment donné, donc j'avais ressenti le besoin de recueillir un certain nombre de ces textes, donc qui partent de 1973 jusqu'à 2020 pratiquement. Donc voilà, c'est une espèce voilà, qui correspondent à des séquences historiques marquantes, aussi bien sur le plan du vécu individuel, de ma mémoire individuelle, de mon histoire personnelle, de mon histoire familiale, que de l'histoire collective de la Chine. Voilà. Donc voilà, c'est un peu la genèse de ce travail-là. Et donc je parle du temps, des traces, effectivement, je considère aussi qu'il était très important dans le contexte où nous vivons, qu'il est important effectivement de préserver ces traces, de laisser des traces. Je me dis que je n'avais pas le droit non plus de laisser ces textes dans des terroirs, qu'il fallait absolument que je les partage, que je les connais, que je les partage. J'ai eu la chance de trouver un éditeur. C'est pas facile de trouver des éditeurs en poésie. Voilà, ça quelque chose. Donc j'ai eu la chance de faire la connaissance de cet éditeur, édition dans plus d'un titre, dans Alain Léger, qui tout de suite est parti. Et je suis très très satisfait de son travail parce que j'ai toujours été très vigilant sur la qualité. Je pense que la qualité du travail artistique, le travail de création doit toujours pousser sur l'exigence, que ce soit sur la question du fond que de la forme, parce que l'exigence artistique, l'exigence de création est un gage de dignité, est un gage de liberté, est un gage, et que nous devons faire très très attention à nourrir ce que nous fabriquons, ce que nous faisons, et que c'est important. Donc j'ai eu la chance, vraiment, pour moi, vraiment une chance, une chance, je ne m'attendais pas à faire ce travail-là, donc voilà. Si je ne fais pas d'erreur, c'est votre premier ouvrage? Disons que oui, c'est ma première publication. Bon, j'avais dirigé en 2007 un ouvrage collectif sur la question des frontières, qui s'appelle Tomber à la frontière, donc avec une dizaine de contributions que j'avais fait dans le cadre du Festival Strasbourg-Méditerranée. Mais là, c'est vraiment, bon, j'ai eu quelques, comme tu l'as bien souligné tout à l'heure, appelés, voilà, j'ai publié, mais bon, voilà, donc j'étais parti, moi, voilà, c'est vrai que ça c'est aussi parti dans une espèce d'urgence de la vie, appelé par d'autres engagements, par d'autres préoccupations, et que donc, forcément, j'avais pas en tête de publier, voilà, très succinctement. Vous n'avez pas un pied pour... Eh ben, il paraît que les micros ne sont pas suffisamment de bonne qualité pour prendre de l'eau. Je préférerais un pied, moi aussi. Mais ça commence bien, la crise. Pourquoi ça vient? Non, j'ai Parkinson, ça va. Parkinson, oui. Vous ne pouvez pas répéter la question? Ah, bah c'est tout simple. L'idée, c'est de situer cette publication dans le parcours à la fois biographique, autobiographique, professionnel, et pourquoi ce thème aujourd'hui? Ok. Bien, Voyage au bout de l'exil, en fait, résume un petit peu le parcours, si je puis dire, de ce que j'ai écrit, le peu écrit, puisque ce que j'ai écrit principalement, c'est beaucoup plus sur la migration et l'exil. Et ce livre, si on peut le résumer en une seule phrase, c'est un livre sur la perte, en fait. Et l'exil, pour moi, c'est une cata, en quelque sorte, c'est une perte. Et même dans les livres précédents, souvent, j'ai écrit un roman qui a été lu par 3 personnes, et une pièce de théâtre, un essai, c'est toujours, et surtout celui-là encore plus, sur comment gérer cette perte. C'est quoi la perte? Évidemment, quand en exil, tout le monde dit on gagne quelque chose. C'est normal, quand on s'exile, on a eu ça, une certaine aisance matérielle, même toute relative, un peu de liberté, on acquiert d'autres
code culturel, peut-être on échappe à la mort pour ceux qui, par exemple, se sauvent, etc. Ce sont c'est du domaine de l'avoir, si je puis dire. Et puis ce qu'on perd, c'est la perte. C'est ça qui me travaille. Et la perte, c'est quoi, en fait? Quand on s'exile, en général, on s'exile à 16 ans, enfin, disons, une fois après l'adolescence. Je ne parle pas de l'exil des enfants. On a déjà passé un certain nombre d'années dans le pays natal, et n'importe quel psychologue vous dira que ce sont les années les plus importantes. Donc en fait, quand on vient dans l'exil, on a fait le plein, si je puis dire. On a fait le plein. Et quand on arrive dans l'exil, même si on vient en chantant, soit en traversant la Méditerranée ou en étant tout content de venir, mais petit à petit, dans l'exil, on se rend compte de l'arrachement. Il y a un arrachement. Un arrachement, cet arrachement-là, quand je parle de perte, ça n'est pas oublié. C'est en fait, il y a une rupture. Il y a une rupture d'une continuité. Et du fait que, comme je disais tout à l'heure, ce sont des années très importantes dans une vie, et l'exilé, c'est quelqu'un qui passe son temps à gérer cette perte. Et là, d'ailleurs, moi je ne théorise pas. Hein. D'ailleurs, j'étais content de trouver une citation que j'ai mise en exergue. En exergue, tiens, tu la liste. Ah oui? Vous travaillez. Vous travaillez? Ah oui. Alors c'était Jules Vallée, c'est ça le surgé. Ouais. Ouais. J'ai pris des morceaux de ma vie et je les ai cousus aux morceaux de la vie des autres, riant quand l'envie m'en venait, grinçant des dents quand des souvenirs d'humiliation me grattaient la chair sur les os. Donc en fait, moi je disais que je ne théorise pas sur l'exil. C'est entligner des morceaux de mon vécu, même si ce n'est pas dit textuellement dans le livre, des morceaux de vie des gens que j'ai connus réellement, des récits de vie que j'ai lus, parce que je travaillais dans une revue, comme disait Mustapha, sur la migration de vie des réfugiés, des demandeurs d'asile, etc. Et aussi de la littérature, parce que dans la littérature, on trouve même si vous lisez par exemple Kafka à l'Amérique, il parle un peu de l'exil, de quelqu'un qui est en Amérique, etc. Donc, c'est tout cet ensemble-là, et donc il n'y a pas, je ne dis pas qu'il y a un idéal type, un exil idéal type, mais les exilés partagent un certain nombre de choses, à commencer par l'arrachement. Cet arrachement-là, ils s'en rendent compte, tôt ou tard, dans l'exil. Donc il y a cet arrachement. Et ils partagent aussi un certain nombre d'écueils. D'ailleurs, quelles que soient les causes de leur départ, que ce soit un intellectuel, un ouvrier ou un artiste, etc., il y a un certain nombre d'écueils, comme disait Mustapha, par exemple la paperasse. On va demander d'avoir des papiers. Comme vous connaissez, vous savez tous, c'est parce que d'entre vous sont des exilés. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, pour moi un exilé, c'est toute personne qui quitte son pays natal pour aller s'installer dans un pays étranger, quelles que soient les causes de son départ, soit économique, politique, écologique, et sais-je encore. Et bien entendu, les exilés, il y a des catégories d'exilés, mais ils partagent un certain nombre de choses, à commencer, j'ai dit, par l'arrachement, par certains écueils, la paperasse. Par exemple, j'ai appris dernièrement que Picasso avait des difficultés pour avoir des papiers. Donc, c'est pas. Il y a un certain nombre d'écueils. Et puis, l'exil long, j'en sais quelque chose. Moi, j'avais une vingtaine d'années, très très longtemps. Et donc, avec l'exil long, il y a beaucoup de choses qui se réveillent, etc. D'où la nostalgie, la mythologisation du pays natal, etc. Et bien entendu, gérer cette perte, c'est en fait, on peut la gérer
dans la délégation. Comme si de rien n'était. On boit son vin, son fromage, boule. Enfin, moi, par exemple, je sais pas, je bois mon fromage. Et puis d'un seul coup, j'ai une bouffée de bled. Et il suffit que j'écoute Zaroka Alawad. D'un seul coup, j'ai une bouffée de bled. Donc, cette perte-là, elle se réveille, elle revient. On peut la gérer, cette perte, on peut la gérer de manière active, travailler tout, comme à la CB, par exemple. Une perte de travail. On peut aussi la gérer de manière pathologique, ça c'est autre chose. Et moi, je pense que la perte, elle est d'abord, c'est une perte existentielle. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait le bilan, je ne dis pas que ce qu'on gagne dans l'exil et ce qu'on perd, c'est comparable, ils ne sont pas de même nature. Ce que je viens de dire, que ce qu'on perd, cette rupture-là, etc., c'est quelque chose de l'être, c'est du domaine de l'être. Donc ce qu'on perd, c'est l'âme. D'ailleurs, j'ai remarqué que vous constatez, j'écrivais, l'âme revenait. C'est l'âme trouée, l'âme déchirée. Il faut la recommander, etc. C'est l'âme. Et l'âme, c'est pas au sens religieux ou philosophique. C'est juste, parce que c'est quelque chose qui exprime un fond. On n'arrive pas à désallumer. Et ce fond-là, comme un sol dur quand on construit les fondations des maisons, eh bien, ce fond-là, il est un peu fissuré. Cette âme-là, il travaille. Attention, je ne dis pas que je suis dans la prostration. D'accord? Je ne dis pas que, même si je dis que c'est pessimiste, je suis pessimiste, heureux si vous voulez, un pessimiste heureux au niveau de l'exil, mais il reste que l'exil est, d'une certaine manière, toujours un échec existentiel. Ça, c'est une perte et une perte. Et on peut la travailler avec plus d'intelligence. Et c'est pour ça que je finis d'ailleurs en disant que, ben voilà, moi, je suis nulle part, je suis là. Quand vous êtes là, je ne suis pas là. Quand je ne suis pas une langue qui est mes langues, etc. Je sais pas, j'ai dit la dernière phrase, c'est en gros, j'ai dit, je suis personne, je suis tous, etc. On la gère. Donc, c'est pas un truc de l'entre-deux, non, pas du tout. C'est-à-dire, c'est une zone grise. On est se briser dans une brise. C'est comment se briser dans cette zone grise et comment ne pas devenir fou. Voilà, c'est pour échapper à la folie. Et là, on travaille cet exil, etc. Oui, de toute façon, c'est vraiment le ton que vous voulez donner. Je ne sais, alors peut-être ce sont les yeux du lecteur et chacun va y projeter peut-être sa psychologie et sa personnalité, mais aussi ce que vous racontez sur l'exil est plein de vérité. Vous mettez un éclairage particulier. Le vaste corpus littéraire sur les questions d'exil d'auteurs d'origine très différentes qui ont écrit sur la thématique vont privilégier ou d'autres expériences ou un autre éclairage. Mais même chez vous, je n'arrive pas malgré tout à me départir du fait que, bien entendu, vous dites par exemple, effectivement, ici l'optimisme est mort et enterré. Mais malgré tout, parce que ce dont vous parlez fait aussi partie de l'exil, vous parlez aussi effectivement de réinvention, de recommencement, de bifurcation générationnelle, etc., de bouleversement. Est-ce que finalement, ce qui fait le malheur de l'exil, c'est pas aussi sa grandeur? Est-ce que c'est pas une lecture un peu bipolaire de votre livre, de penser qu'effectivement il y a de la grandeur, y compris dans ce que vous décrivez de brisure existentielle ou d'âme à reconstituer? J'accepte même le terme bipolaire. En fait, j'ai quelque part, je parle du philombilisme. Oui. En fait, l'exil pour moi, pour d'autres, encore une fois, je parle aussi d'autres
l'exil, c'est comme quelqu'un qui est sur un fil, et il est là avec sa barre. Il ne faut pas qu'il tombe, oui, c'est bon là. Il ne faut pas qu'il tombe, s'il va d'un côté, il chute, de l'autre il chute, etc. Et donc, c'est une, je crois même que, oui, bien sûr, c'est une sorte de stabilité dans l'instabilité. Je suis stable dans l'instabilité. Donc, je suis instable, mais je ne tombe pas encore, je ne tombe pas, d'accord. Et quand je dis que ici, l'optimisme est mort et enterré, c'est pour dire que l'exil, tel qu'il est souvent exprimé comme quelque chose où se créent des choses, des nouveautés, etc. Mais aussi, il y a, j'utilise un mot très très fort, il y a aussi la mort. En fait, dans l'exil, il n'y a pas que le feu d'artifice créatif, il y a aussi la mort. Donc le bipolaire, j'aime bien. En fait, tu as de l'euphorie et puis tu as de la dépression. D'un seul coup, tu as la dépression. Il est aussi question d'exil chez vous, Salah. Et je dis, il est aussi question d'exil, de départ, effectivement. Et j'ai l'impression que, en reprenant en partie ce que vient de dire Achour, vous semblez davantage insister, vous, sur justement, les fragilités, les doutes, la rencontre, les réinventions, etc., etc. Et ça me semble plus insistant chez vous. Oui, peut-être que je défoncerai des portes ouvertes. L'exil, c'est un vaste sujet. C'est-à-dire qu'il est constitutif de la condition humaine. C'est une dimension ontologique de l'exil. Toute la question. Après, effectivement, cet exil peut prendre des formes différentes selon les périodes historiques, selon les populations, etc. On peut être exilé en quittant un lieu pour aller contraint d'aller vers un autre lieu, mais aussi on peut être exilé dans le même lieu, le lieu qu'on habite. C'est la question de l'habitation. C'est la question de l'exil, c'est la question d'habiter ou de ne pas habiter le monde, ou d'habiter un lieu. Donc ça, c'est un vaste sujet. Alors, pour ce qui concerne... moi, peut-être que... Je ne sais pas si je donne l'impression de dramatiser cette question de l'exil. Pour moi, c'est... je pense avec beaucoup de... certes, il y a la dimension de l'arrachement, de la blessure, de la souffrance, c'est très très bien, et tout ça, mais je vois aussi dans l'exil une promesse de recommencement, de réinvention, comment dirais-je, de reterritorialisation, pour parler un peu qu'un truc de Deleuze, de Deleuzeien. Donc voilà, c'est un peu, moi je trouve qu'il y a aussi dans l'exil une promesse de création, de recréation, de reconstruction. Et voilà, donc c'est un peu ça. Et alors, j'aimerais juste dire, si vous voulez, parce que c'est très difficile de commenter ses propres textes, mais j'ai par exemple vous lire un texte qui s'appelle Retour, où je parle, pardon, faut que je trouve la page, où je parle effectivement spécifiquement de l'exil. Alors, je l'ai, désolé. Voilà, Retour, voilà. Les exilés, les immigrés et autres réfugiés sont les ancêtres et les héritiers coupables, encombrés et encombrants des identités flottantes et des socles liquides. L'expérience de l'exil est la quintessence même de l'idée de rupture radicale et irréversible, et du deuil nécessaire mais impossible. Il n'y a pas pire malentendu que celui du retour. Retour sur les lieux et les visages aimés, les fièvres de la jeunesse, l'odeur du sel et des algues, l'été. Nous revenons certes, mais radicalement différents, autres,
comme habillés d'un autre visage, d'une autre histoire, d'un autre destin, dépouillés de la vue et de l'odorat d'antan, de l'autre temps, d'avant ce temps, d'avant le temps. Nous ne faisons pas, ou nous faisons, mais en défaisant sur les ruines de nos certitudes, de nos pertes, de nos abandons. Et nous changeons alors de sommeil en nous exilant sur l'autre port de la nuit tombante, où nous persistons à faire patienter nos bateaux et nos horizons, nos clameurs et nos silences. Fermons les yeux sur nous-mêmes et sur cette mer qui nous submerge, nous écrase de ses songes et de ses absences, rides creusant obstinément, nous laissons aller malgré tout, ou précisément à cause de tout, à des échos d'une époque d'avant-mémoire, à des cœurs d'un autre pays, d'un autre continent, appel inintelligible, couleurs grisonnantes, son vacillant comporte déjà le reflux des vagues. Ça, c'est un texte où je parle explicitement de l'exil, mais la thématique de l'exil est transversale et elle est constitutive de l'ensemble du recueil, qu'on retrouve sur de nouvelles formes, l'exil d'un pays, l'exil d'une langue, l'exil d'une femme aimée, d'un être aimé, l'exil. Mais en même temps, cet exil-là n'est pas une forme de renoncement, n'est-ce pas? Même s'il y a une lucidité, un constat de cette lucidité de la souffrance et de la rupture, mais si en même temps, il y a cette volonté de reconstituer, que ce soit l'aventure individuelle, que ce soit l'aventure collective. Quand tu as parlé de l'exil, il y a des exils de tous les temps, etc. Moi, je suis très terre à terre. Évidemment, on peut parler de l'exil intérieur, etc. Moi, je parle de l'exil. D'ailleurs, le texte que je viens de lire, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai appelé tout à l'heure la perte, tu parlais de ça. Hein, à la limite, retour, je me demande si tu ne veux pas l'intitulé perte. Tellement tu parles justement. Si tu relis un petit, tu vas voir. C'est de la perte. Donc je parle réellement d'un exil. Tu parles de port, de machin, etc. Tu parles de retour dans tout ce que tu retrouves, etc. Donc je parle de ça. Alors on peut parler d'un exil psychologique, intérieur, etc. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par parler de la migration, du déplacement territorial justement. Après la reterritorialisation de l'ESN, elle peut être imaginaire, etc. Elle n'est pas forcément géographique. Et donc cette perte, tu as dit qu'on peut reconnaître, ce que dit Gaël tout à fait, on parlait de l'optimisme, on recrée, on innove, on change, c'est normal, depuis que le monde est monde, les hommes migrent, etc. Justement, ils migrent. C'est pas là qu'ils migrent que forcément, quand ils arrivent dans le pays d'accueil, que ça y est, c'est l'arc-en-ciel, etc. C'est pas forcément ça. Donc, il y a dans l'exil une sorte de germe négatif, si je puis dire. Disons qu'il porte, c'est comme un fruit, il porte quelque chose qui est ce que j'appelle perte, et qu'on essaie, par tous les moyens, comme un verre dans un fruit, qu'on essaie de déloger du fruit. Et c'est ça le travail d'un exil. Et je ne dis pas que ce travail-là n'est pas de la création. Ça peut donner, après tout, les écrivains qui écrivent, tiens d'ailleurs, entre parenthèses, le voyage au bout de l'exil, bon, vous avez remarqué, c'est un titre célinien, pour qui a lu le voyage au bout de la nuit de Céline. C'est un peu ça, c'est très pessimiste. C'est la création aussi. Donc, à la limite, on peut créer en parlant de l'exil mortifère. Pourquoi pas, hein? La création n'est pas exclue de ce travail-là, sur la perte, mais cette perte, elle existe, il faut la reconnaître. Après, chacun gère comme il peut cette perte créée justement par lui. D'autant que s'il y a des rastaquaires heureux, comme vous dites,
sont peu nombreux. Mais c'est peut-être cela qui justifie effectivement ce que vous dites, Salah, y compris dans l'histoire ontologique de l'humanité. Revenons, je voudrais revenir à votre poésie, Salah. J'ai l'impression que les éléments, que ce soit l'élément minéral, que ce soit l'élément liquide, que ce soit la faune, occupent une place importante, parfois peut-être plus que les êtres. En tout cas, vous vous servez des pierres, vous vous servez des grains de sable, vous vous servez des vagues, vous vous servez de la mer, effectivement, pour évoquer à la fois des émotions, des appartenances, une histoire, une identité, etc. Oui, c'est vrai que le minéral, la pierre occupe une place très importante. Y compris dans les photos d'ailleurs, pour le coup. Y compris dans les photos. Et bon, voilà, donc il y a effectivement cette tension permanente et parfois excessive entre ce qui est de l'ordre de la pierre, qui est supposée être quelque chose de fixé là pour l'éternité, qui est de l'ordre de l'intemporel, et ce qui est de l'ordre du liquide, de l'écoulement du temps, de la mer. Je parle beaucoup de la mer, qui aussi avec tout ça. Alors moi, la pierre, au départ, je partais de ça, je regardais voilà, les ruines, les pierres, là, cette dévastation des paysages, ces traces, parce que moi, vous savez, il y a un village à Tixirt, là, 2-3 km à l'est de Tixirt, qui s'appelle, par exemple, Tarseft, qui était mon village d'adoption, parce que moi, j'étais né dans un village un peu plus loin. On a été évacué pendant la guerre en 59, puis on nous a évacués dans ce village. Et ce village, quand vous allez dans ce village, vous les avez trouvé une stratification extraordinaire de toutes les traces des différentes invasions en Kabylie ou en Algérie. Des Phéniciens, des traces des Phéniciens, des traces des Romains, des traces des Byzantins, des traces de la guerre d'indépendance, etc. Et donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Et la pierre aussi, c'est parce qu'à un moment donné, quand je commençais à réfléchir sur le minéral, c'est que j'ai une histoire personnelle, autobiographique, c'est que mon père était un tailleur de pierre. Il en est mort de ça, très jeune d'ailleurs. Et que les pierres sont toujours là, ces pierres sont toujours là. Et donc je commençais un peu à réfléchir là-dessus, et j'ai commencé un peu à essayer de dialoguer avec les poètes de la pierre, du minéral, qui sont des poètes du minéral universel. Quelqu'un comme un grand poète mexicain, Octavio Paz, qui a beaucoup écrit un peu sur les pierres. Il parle de la pierre natale, comme il parle de la pierre des commencements. Et il y a un long poème qui s'appelle le Pierre de soleil. Il y a quelqu'un comme François Cheng, un poète chinois aussi, qui a écrit beaucoup sur la pierre, sur le minéral. Il y a toute une tradition en France, tradition des poètes de la pierre, du minéral. On ne peut pas remonter très très loin, mais déjà même si on peut remonter jusqu'à Mallarmé, passer les surréalistes, l'entre-deux-guerres avec des gens comme René Char et tout. Mais après, surtout la Deuxième Guerre mondiale, qui était une guerre de dévastation, de destruction, où il y a tout un courant politique qui a essayé de se repositionner sur la question de la pierre comme ultime, peut-être dernier recours de fixation de quelque chose qui peut nous refixer encore sur les choses. Donc là, on trouve des gens comme Yves Bonnefoy, André Dubuchet, Jacques Dupin, Francis Ponge, Roger Caillois, etc. etc. Donc il y a toute cette tradition en Algérie. On a quelqu'un, peut-être pas sur la pierre spécialement, mais sur les ruines. On a quelqu'un comme Katabi Yassine. Dans Nejma, on a de magnifiques pages sur la question, toute une poétique des ruines. Je veux juste vous lire très rapidement un passage dans Nejma où il parlait des Romains. Il disait « Pas le reste des Romains, pas ce genre de ruines où l'âme des multitudes n'a eu que le temps de se morfondre,
en gravant leur adieu dans le roc, mais les ruines en filigrane de tous les temps, celles que baigne le sang dans nos veines, celles que nous portons en secret, sans jamais trouver le lieu ni l'instant qui conviendrait pour les voir, les inestimables décombres du présent. Quand on parle de ruines, on parle du présent. On parle aussi des ruines, des décombres du présent. On trouve aussi quelqu'un comme Rabah Belamri. Il y a un magnifique recueil qui s'appelle Pierre de l'équilibre, je crois que c'est l'un de ses derniers recueils, où cette thématique. Donc il y a un peu cette... moi j'ai essayé aussi à travers ce recueil de dialoguer avec tous ces poètes de la pierre, et la pierre comme une promesse, quelque part, une repasse de renracinement, de reprendre pied dans les paysages dévastés, les paysages physiques, les paysages intérieurs, et donc, quelque part, c'est presque, je parlais d'une pierre orpheline, seule debout dans cet amas, etc. Donc c'est aussi une volonté de se réapproprier un peu son être historique, son être patrimonial, son être... Voilà, donc c'est un peu cette réflexion que j'essaye un peu de mener sur la question de la pierre. Voilà, et puis... je ne sais pas ce que je pourrais ajouter là-dessus, parce que c'est quand même un thème, moi, qui me semble très, très, très important quand on voit ce que sont devenus nos paysages aujourd'hui en Algérie. Vous avez aussi appelé un de vos poèmes La pierre native. La pierre native. Est-ce que vous pouvez le lire, page 11. Oui, d'accord. La pierre native. La pierre en ses fissures natives, alphabet des commencements, l'errance toujours recommencée. Terre en gisine, grosse de toutes les convoitises, de toutes les invasions, les occupations, les dominations, les conquêtes. Phéniciens, romains, vandales, byzantins, arabes, turcs, français. Terre de passage, des brassages, des métissages. Terre des ancrages et du grand large. Souvent vaincue, jamais soumise, le pays des hommes libres. Merci. Autre thème qui est présent et qui est de manière importante. Tu voulais réagir à chaud, non? Quand on a parlé de la pierre, ça m'a fait penser à des travaux pratiques. Déjà, quand j'ai lu son recueil de Salah, ce qui m'a frappé, c'est la couverture. Et justement, c'est les ruines et les pierres. Et justement, je vais prendre un exemple que j'ai vécu, je suppose que vous avez vécu aussi. La dernière fois que je suis allé dans mon village, quelques années, je suis resté longtemps sans y aller, et je trouve mon village, il y a une piste tout autour du village, et du coup, les gens ont construit des belles maisons, d'ailleurs, qui n'ont rien à envier à la Côte d'Azur, très belle. Mais au milieu du village, les anciennes maisons, elles sont en ruine, en fait, les toits affaissés, etc. Selon moi, c'est ça, mon village. C'était ça, c'était ces maisons-là. J'y ai vécu. Et certaines maisons avaient des murs qui donnaient sur la ruelle. Et moi, j'arrive, je vois une pierre. Je la connais, cette pierre. Je sais pas, j'y joue aux billes devant, ou on a fusillé quelqu'un pendant la guerre, etc. C'est cette pierre-là. C'est cette pierre-là. Et cette pierre-là, bon, on dit qu'il y a un cœur de pierre. Bon, ok, mais cette pierre-là, elle avait une âme. C'est vraiment une âme, pour moi. Et elle est morte, cette pierre. Désolé de le dire, elle est morte, en fait. Pour moi, il y a un guérisseur, elle est morte. Enfin, elle est morte, je suis sensible à cette pierre, elle me fait pitié, mon rapport à d'autres trucs, mais je l'ai perdue, cette pierre, je l'ai perdue. Et d'ailleurs, je suis sûr que quand j'irai au village, elle disparaîtra peut-être, elle aura disparu. Donc je
je fais je constate, je fais un état. Je constate la perte. Elle a été remplacée par la villa de la route. Désolé. Désolé de décevoir. Rien à dire, ça là? Non, mais c'est son point de vue, hein, moi je veux dire. Non, non, mais oui, mais je peux comprendre. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Non, non, j'ai rien. Voilà, moi j'étais un peu sur cette histoire cette histoire de Pierre, parce que même dans le Pierre, pour moi, ici, c'est devenu un personnage. Pierre est un personnage, est un témoin du temps, et cette pierre elle-même est déstabilisée. Parce qu'en fait, cette pierre, il n'existe que dans ma subjectivité, il n'existe que par ma manière de l'investir, de vouloir l'habiter, la réhabiter, parce que voilà. Donc, là-dessus, et là, on voit très très bien que aussi, la pierre aussi est une pierre errante, elle est exilée aussi, il est aussi dans l'impasse, il se cherche un peu comme tout le monde. Donc, il y a une espèce de... Cette pierre qui supposait être un roc, qui est supposée être quelque chose d'intemporel, quelque chose de ça, et elle-même déstabilisée. Autre thème qui me semble important, c'est celui des corps, du corps, du désir. C'est celui de l'amour, c'est celui évoqué aussi par des draps. Tout cela est évoqué avec, plutôt suggéré, c'est avec beaucoup de pudeur. Alors est-ce que c'est une façon pour vous de ne pas heurter, ou est-ce que ça correspond à votre propre personnalité et à votre approche poétique de la question, sachant que cela traverse nombre de vos poèmes, ça occupe beaucoup de poèmes de fin, et même vous évoquez le printemps berbère d'avril 80 à travers des mots complètement originaux, le désir, le regard de l'autre, etc. Oui, c'est vrai que... Alors, je ne sais pas, mais... Comment... Il y a le désir, il y a le désir des corps, le désir de la langue du désir, il y a le désir d'un pays, le désir des êtres aimés, il y a tout ça. Donc pour moi, tout ça est quelque chose, il y a de l'ordre du charnel, hein, il y a l'ordre du physique, l'ordre du charnel, comment on habite charnellement tout ça, comment on veut habiter charnellement tout ça. Alors, tu as évoqué sur la langue, par exemple. Sur la langue, j'ai écrit deux ou trois poèmes explicitement sur la langue, et qui sont très, très différents. Il y a un premier, par exemple, que j'ai appelé Langue, qui est à la page 12. La page 12, je dis, voilà, cette lumière abyssale dans sa pureté incandescente, les cimes du silence, l'été, le soleil écrase la pierre, interstice inviolé par où souffle une brise, elle effleure tes lèvres, elle effleure ta bouche. Volée, paupières clos, bruissement, chuchotement, entrelacement dans les secrets d'alcôve. Le désir soulève les vagues, gonfle tes voiles, amarre les rivages de ton ventre. Le désir en son royaume, sa puissance outre soif, dans la conscience aiguë de son dû. Le bleu azur de ta respiration, ton haleine, ton souffle. Puis de nouveau la guerre, l'exil, le retour des vents, les débris éparpillés de la langue, sur le seuil des imaginaires, son demeure. Donc, ça, c'est aussi une langue, la possibilité de la langue de pouvoir nommer, de pouvoir désirer, de pouvoir habiter, de pouvoir... voilà, donc c'est un peu, pour moi, c'est quelque chose de l'ordre du charnel. Et après, si je n'abuse pas trop, je peux aussi dire le texte que j'ai fait sur Tefsut 80, qui peut paraître... un peu long, je crois, mais... bon, non, je peux ne pas le lire non plus, il n'y a pas de problème. Si, Bon. en tout cas... Oui, et ça aussi, c'est là pour moi aussi, c'est que la revendication de la langue et de la culture, c'est aussi la revendication d'un imaginaire, c'est aussi d'un... 38. 38, voilà. Et je parle aussi dans un autre texte aussi, ai-je un pays, ou etc. Mon pays c'est la langue, etc. Donc voilà, pour moi
Tafsous, c'est une saison, c'est un printemps. Le printemps, c'est ce que ça symbolise. C'est aussi la langue, c'est aussi l'être aimé. Tout ça se confond. Se confond. Donc voilà, peut-être que ça pourrait paraître un peu bon, voilà, ce qui est la langue, c'est aussi une manière de reprendre racine, de reprendre pied dans la plénitude de tout l'être, c'est-à-dire voilà, de l'être de l'amour, de l'être de la langue, de l'être du désir, de l'être de la création, de l'être de la liberté, c'est tout ça. Je vous laisse lire jusqu'à jeunesse, nos rêves de jeunesse. Lequel c'est le de Tafsous, là? Oui, page 38. 38. Voilà, bon. Tafsous, j'ai appelé Tafsous sans donner d'indication qui comprendra, peu importe, parce que ça peut être le nom d'une saison, d'une femme, d'une révolution, peu importe. La tête n'est pas aussi exiguë que le temps. Elle peut accueillir le soleil, la rosée, oui, voilà. Elle peut accueillir et héberger le jour. La rosée de ton rire fut si lumineuse, un rayon de soleil, un soir de brume. Car tout est possible quand l'hospitalité est première, la mémoire arrachée au givre, au doute. À des illusions en ce temps-là, en ce mois d'avril de l'année 80, le printemps était gros d'espoir. Tafsous rêvant d'un pays autre, libre, habitable, rendu à ses langues, ses cultures. Mais oublier la fragilité des êtres et des choses, y respirer, boire dans le regard de l'autre et se noyer dans ses yeux. La tendresse n'avait pas fait son lit. Les draps étaient encore lourds de nos amours de la veille. La lumière du matin berçait nos rêves de jeunesse. Le thème de l'amour, chez vous, chez Rachour, est complètement absent. Il n'y a pas de plus haute des solitudes dans l'exilo masculin. Wallo. Mais, allez-y. Non. Ça n'existe pas. Ça marche pas? Si. Ça marche? Il faut bien le mettre. Oui. Vous le collez, hein? Non, c'est comme celui aussi, l'exil. il n'y a pas de destination. Oui, non, j'entends bien, c'est juste pour savoir comment se fait-il que c'est un thème effectivement qui n'a pas traversé ça aurait pu constituer un chapitre en l'occurrence. Il y a un chapitre. Je suis pris en flag. Ça s'appelle Je est un hôte. Oui. Pas un autre. Je est un hôte. Et donc dans ce désert de pessimisme sur l'exil, je rends hommage aux autochtones, d'accord, qui accueillent les trois. Oui. Je ne sais pas, c'est chapitre. Je vais encore donner un truc intellectuel. Oui. C'est un nom de théâtre, alors je lui donne un livre. Je vais te... J'étais un autre avec H. Avec un H, oui, c'est ça. Il faut lire autant qu'entendre. Page 13. 113. C'est 113, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Moi, j'ai mis 13. Ah oui, mais c'est 13, c'est mes notes. 113 apparemment. Parce que... Je rends hommage à tous les militants, de ceux qui reçoivent qui luttent pour... C'est un très bel hommage d'ailleurs. Hein. Ouais, j'espère. Non, c'est un très très bel hommage. Voilà. Oui. C'est page 116, 116, 110. Alors, tu as pris les notes ou pas? Oui, Alors, lis. 116. Non, je ne peux pas lire parce qu'on va le faire lire par Salah, c'est mieux. Voilà. Et lequel passage tu voulais faire lire? Non, mais je ne sais pas. C'est pas n'importe quel passage. Est-ce que tout est bon alors?
peut-être là, c'est pas ça, c'est tout autre, etc. C'est ça? Oui. Non. Bah, vas-y, donne. C'est un grand lecteur. C'est là, non? C'est jusqu'à là, oui. Je sais pas. Le paragraphe, disons. Alors, c'est tout autre est la posture des hôtes. Ils ne cherchent pas à tirer gloire de leur dévouement, l'éthique de responsabilité est leur aiguillon. De par leur solidarité, ces antigones effritent l'unité factice du national, le déstabilisant et le détournent. L'insécurité administrative de l'étranger accroît leur sens de responsabilité. De la pierre jetée par l'autochtone, la pierre jetée par l'autochtone, sanguin sur l'étranger, ils en font une angulaire pour une communauté de destin, de sang mêlé. Un seul être vous étreint et le monde est réenchanté. C'est le sentiment d'un étranger accueilli par ses indoptables. C'est un très beau, c'est des très belles pages sur, parce que vous mettez, vous avez raison d'être d'accord avec vous-même, vous mettez en vis-à-vis les sentimenteurs, comme dirait justement encore une fois Flaubert, c'est-à-dire ceux qui déversent de bons et grands discours, qui ont l'éthique de conviction voilà, etc. Et vous opposez effectivement ces hommes, ces femmes qui ne font pas de grands discours, qui sont responsables et qui vont jusqu'à co-vivre. On n'est plus dans le Covid, là on est dans le co-vivre, parce que vous préférez le co-vivre au vivre ensemble. Hein, quitte à être insoumis. Absolument. Enfin, ça c'est l'éthique de responsabilité, de conviction, ben, c'est Weber qui dit ça. Donc effectivement, on rencontre beaucoup dans l'accueil des étrangers, beaucoup qui ont l'éthique de conviction, mais aucune responsabilité. Quand il faut y aller au charbon, ils n'y vont pas. Donc c'est ce que j'appelle des paternalistes. D'accord. Donc ce dont je parle, ce sont vraiment qui a l'éthique de conviction, l'éthique de responsabilité. C'est-à-dire qu'ils font de la geôle. Comme celui qui a hébergé des migrants et qui a fait de la prison, c'est ça. Je parle de ces gens-là. Je ne parle pas des blablateurs qui font du militantisme machin à la télé. C'est ça tout. Donc éthique de conviction, c'est blabla quand il n'y a pas d'éthique de responsabilité. Voilà. Et je rends hommage à ces gens-là parce que j'en connais. C'est des gens vraiment, des fois, on est étonné que ces gens-là sacrifient leur temps. C'est incroyable, on t'en rencontre. Hein. T'as des gens, tu sais, c'est une sorte d'abnégation incroyable pour les étrangers. J'ai remarqué, par exemple, quand il y a eu les réfugiés politiques algériens, les Algériens ne faisaient rien. Ils faisaient beaucoup moins que ces Français. Non, ils faisaient beaucoup moins que ces Français-là qui hébergent des réfugiés, qui font tout, qui vont à la préfecture, etc. Donc il y en a. Mais c'est pour ça que je dis, il ne faut pas désespérer. Je crois que j'ai écrit que, bon, même chez Arazad, elle a attendu quand même une nuit pour sortir sa peau. Donc il y a toujours quelque chose. Hein. Sinon on se flingue. Il y a toujours quelque chose. Mais bon, donc, il y a de l'amour. Il y a pas au sens... pas au sens charnel. Voilà. Mais ça montre une fois de plus, parce que bon, on ne pourra pas évidemment aborder toutes les thématiques, mais ça montre quand même une fois de plus que malgré le pessimisme affiché d'entrée, il y a quand même beaucoup de nuances dans votre approche. Pas obtus. Non, pas suicidaire. On parlait tout à l'heure de la langue, je voudrais vous faire réagir sur, parce qu'on est à l'ACP, qui s'évertue depuis 40 ans à essayer de donner des cours de langue, ça va dire, etc. Il y a dans la salle Hassan en particulier qui était parmi nos premiers profs. Bon. Mais vous dites, les lieux d'exil sont des cimetières pour langue maternelle. C'est à désespérer, ça. Oui. Oui, mais indépendamment de tout le travail qui est fait par justement des militants. Je le constate. Là, si je prends la langue tamazir, tu vas me dire, on est déçus, quoi. Les enfants d'immigrés, on ne peut pas dire qu'ils
parle beaucoup d'Amazir. Et pourtant, il y a des médecins comme Hassan. Tiens, Hassan, il fait partie des hôtes. Et donc, on ne peut pas dire que Amazir, je ne sais pas combien de candidats il y a au bac. Je ne sais plus, je pense que j'arrive plus à trouver des statistiques récentes. C'est un constat. Quelques centaines. C'est ça, quelques centaines, mais on n'a pas des données. Moins de 1000. Et je pense que ça allait même décroissant. Ça décroît. J'ai raison. Un cimetière, ben bon. Une perte. Une petite question, Salah. Pourquoi ce poème avec nom, prénom de votre fils accolé à Arthur Rimbaud et à Frantz Fanon? Alors, j'ai un fils, au moment où j'ai écrit ce poème, qui avait 17 ans. Qui avait 17 ans, et je l'ai prénommé Rabah. Rabah, en hommage à son oncle, qui s'appelait Rabah, qui a été exécuté en décembre 1961, à l'âge de 17 ans. Mon fils aussi, je l'ai prénommé Franz, en hommage à Frantz Fanon. Pourquoi Arthur Rimbaud? Parce qu'il y a son fameux poème « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans ». Et pourtant. Donc, j'aimerais bien le lire, ça. Allez-y, bien sûr, bien sûr. C'est quelle page déjà? 51. Il me semble que c'est 51. Non, Non, non. tout de suite. non, avant, bien avant. Page 21. 21. Oui, voilà, 21. Je prends des notes. Ça s'appelle donc le titre du poème, c'est Rabah ou Dahar, Arthur Rimbaud, Frantz Fanon. Rabah, mon fils, a 17 ans. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Écrivait Rimbaud. Rabah, c'est aussi le prénom de son oncle, mon frère. Mon frère, Rabah, qui a pris le chemin de la liberté, le maquis, à 17 ans. Puis capturé, torturé, exécuté en décembre 1961. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Et pourtant, Rabah, mon fils, porte un deuxième prénom, Franz, en hommage à Frantz Fanon. Ce grand esprit, cette clarté, cette belle clarté, cette immense passion, cette passion brûlante de la justice, de la liberté qui venait des Antilles. Les Antilles. Pour offrir son cœur, son intelligence, sa vie aux damnés de la terre, au monde, à l'Algérie. L'Algérie. Pas celle de la réalité sordide qu'elle est devenue aujourd'hui. Celle qui nous a niés et reniés, tués, chassés, exilés. Mais celle dont nous avons rêvé, celle que d'autres avant nous, ceux qui nous ont précédés, ont rêvé. Ceux qui ont fait le terrible, l'inaccessible choix de mourir pour vivre, pour rendre possible le rêve de vivre dans une Algérie fraternelle, libre, juste, universelle. Rêve à la dimension des rêves des hommes et des femmes de l'Algérie, mais cependant au-dessus et bien au-delà de l'horizon humain des hommes et des femmes d'Algérie. Fragile et surprenante beauté des rêves humains. Une question ou deux avant de donner la parole à Lassin, parce qu'il est déjà 8h30. La question de l'héritage, c'est aussi un thème que vous abordez tous les deux, et j'ai l'impression que vous l'abordez de manière quasi similaire, au sens que vous reprenez peut-être le vers de Char sur les héritages sans testament. C'est-à-dire que là encore une fois, justement, la capacité des générations
à renouveler et à refonder. Est-ce que c'est pas là aussi finalement une raison d'espérer dans un monde où on a quand même peut-être besoin d'espérer? Oui, moi aussi l'héritage il est un peu transformé. Il y a un texte que j'ai écrit spécifiquement sur la question de l'héritage. Et moi je reprends à mon compte un peu la formule de Jacques Derrida parlant de l'héritage. Et il disait il parlait de l'infidélité, de la infidélité à l'héritage. C'est-à-dire que la meilleure manière de s'approprier, de servir l'héritage, c'est parfois de faire un pas de côté, d'être dans la transgression, d'être dans l'infidélité à un moment donné. C'est-à-dire l'infidélité au sens où on n'est pas dans la répétition mimétique, dans la rumination, etc. Mais c'est quelque chose aussi d'inventer, je disais dans le texte, d'inventer toi-même ton propre sillon. C'est un mot important, sillon, qui revient souvent. Qui revient chez moi. C'est-à-dire de dire qu'à un moment donné, on ne peut pas se complaire comme ça, se vautrer dans les héritages des générations précédentes, bon ou mauvais, mais de dire, bon, on le répète, et puis on répète, et puis on répète. Mais à un moment donné, d'être capable, chaque génération doit être en mesure d'inventer elle-même ses propres horizons, de re-questionner l'héritage, mais de le dépasser. Donc cette posture critique par rapport à l'héritage, et ça me paraît très important. Et donc c'est un peu dans ce sens-là que je le traite un peu dans ce poème notamment. Chez vous aussi, vous abordez, j'ai l'impression, sur le même... Vous parlez-vous de bâtardise. Ça m'a fait penser d'ailleurs à Amin Malouf, qui utilise aussi ce terme. L'héritage, là aussi, je trouve qu'il y a un échec, mais peu importe. C'est je crois que je cite d'ailleurs Montaigne, où en fait la parole est à moitié à celui qui l'écoute. C'est-à-dire qu'en fait, si je parle des enfants issus d'immigration, il y a plein d'enfants d'immigration qui disent je comprends la langue mais je ne la parle pas. Par exemple, on trouvait ça tout le temps, ceux qui ont travaillé sur les enfants d'immigrés, etc. Donc en fait, l'héritage, il est presque à moitié. Oui. Et il y a un chapitre qui s'appelle Les racines du ciel. En fait, j'ai l'impression que très souvent, les racines qu'on veut transmettre, on les clés à l'air, si je peux dire. Et cet héritage-là, d'autant plus que si je parle des exilés, puisqu'on est ici des immigrés par exemple, ils ont tendance à transmettre des choses qui veulent transmettre des choses qui ne sont déjà entre guillemets mortes, c'est-à-dire même dans le pays d'origine. Parce qu'en fait, je reviens à la perte tout à l'heure, c'est que très souvent on essaie de transmettre des choses, de parler des choses pour la société la société d'origine a changé, vous avez changé, vous ne voulez pas reconnaître que vous avez changé, vous ne voulez pas reconnaître que la société a changé, donc vous faites comme si la société d'origine n'a pas changé, alors que les valeurs ont changé, etc. Donc la transmission transmet quoi? Est-ce qu'on transmet les valeurs et la culture d'aujourd'hui, du pays? Ou alors, on transmet des valeurs de la culture il y a, je sais pas, mythique, ou il y a, on transmet quoi? Enfin, moi, j'ai des difficultés à tout ça. Il y a une chose, on transmet la langue, etc., on en a parlé tout à l'heure, mais on ne sait pas ce qu'il faut transmettre, d'autant plus que l'immigré lui-même a changé. Il a changé, alors on ne sait pas ce qu'il va transmettre, qu'est-ce qu'il va transmettre, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, etc. D'où, c'est pour ça que je pense que la transmission, elle est un peu tronquée, si je puis dire. Le thème de la transmission est déjà en lui-même tronqué. On ne transmet pas tout, on transmet des bribes de choses et qui vont se coller au vécu d'aujourd'hui, la progéniture, etc. Et c'est pour ça que tout à l'heure tu as parlé du parcours, enfin, de ce que j'ai suivi moi, par exemple, du départ jusqu'à la mort, jusqu'à la tombe.
Et jusqu'à la mort. Et la mort, même la sépulture, les enfants par exemple, ils n'ont pas la sépulture du père qui va être enterré au bled. D'accord? Encore une autre rupture. D'accord? Eux, ils sont là. Ils n'enterrent pas ici, enfin, certains, mais ils n'enterrent pas. Donc, et même la mort, entre guillemets, se transmet pas. Des rites, donc c'est très compliqué. La transmission, les psychanalystes vont en parler, hein. C'est très très compliqué. Et Est-ce que ça accepterait de lire ce passage qui montre un peu la complexité du regard que porte Achour sur la question? C'est lequel? Oui, C'est l'origine. les crochets, voilà, les deux crochets. Les deux crochets. Entre les deux crochets. c'est articulé là. L'origine, c'est ça? Oui, c'est comme ça. Ouais. L'origine, combien têtue, n'est pas plus éternelle qu'elle n'est arrasable. Son visage s'embellit à mesure qu'elle s'efface en surface. Elle ne meurt jamais. Elle se met juste en sommeil, tapie dans les fibres de la langue. Un ébranlement émotionnel la fait renaître de ses cendres. Es-tu sûr de l'authenticité de ces cendres? Fausse régénération. L'origine devient horizon et non passé. L'exil est un champ d'oubli apocalyptique. Le temps long qu'on y passe préside à l'effacement des fragiles empreintes des origines qui se couvrent de leurs feuilles mortes que la nostalgie dispute au vent éradicateur. Le temps est bon penseur de gnagnan, c'est ça? Mémoriel. Commencer à se remémorer, c'est reconnaître que l'oubli a déjà sévi. Il faut d'abord oublier pour ensuite se remémorer. Et l'oubli enrage quand il est dérangé par la mémoire qui tient plus de la mauvaise herbe que du lilas. Et quiconque s'adonne à l'un se fait rappeler à l'ordre par l'autre. On est pris dans le marteau de l'un et l'enclume de l'autre. Il est des moments de vacillement où tu deviens le foyer de dispute entre l'étrangérité et le sentiment d'un manque d'une société d'appartenance. Le rappel des origines apaise les morsures de l'exil. Il ne les guérit pas. À trop s'y tirer pour s'étendre dans le passé et l'avenir, on s'expose à la perte des deux bouts qui s'y filochent. Merci, Salah. Est-ce que vous avez des questions? Parce que le temps, on a déjà passé un peu. On a commencé en retard déjà. Oui. Est-ce que tu peux faire passer le micro ou sinon Achour peut le faire. Tu peux le faire, Achour va le faire sinon. Ça va? Prends celui-ci, oui. Oui, on se partagera ça. Merci. C'est la lumière. Oui. Merci pour ce moment d'échange là. Moi, je pense qu'il y a dans les deux interventions, je pense qu'il y a quelque chose qui s'articule et qui se complète. On a une vision, effectivement, pas celle de Salah, mais la vôtre qui semble un peu, exigeante en fait, en termes de... qu'on nous ne raconte pas l'histoire sur l'exil en fait. Vous avez envie, je sens comme une dimension critique et provocatrice qu'on ne nous raconte pas d'histoire sur sur l'exil et la nostalgie à laquelle ça pourrait renvoyer, pour qu'il n'y ait pas d'affadissement en fait, et qu'on soit en éveil permanent quoi. Donc vous êtes critique et vous êtes salutairement pessimiste en fait pour moi. Et donc ça c'est important. Mais ce que vous déclinez sur le sentiment de perte et d'arrachement, il y a la perte
Et il y a, j'aime pas enfin, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme opposé, synonyme? L'exil, c'est pas que de la perte, c'est une espèce de renaissance, c'est, je veux dire, on se réapproprie autrement les choses aussi. Donc c'est pas du déracinement au sens le plus léger du terme, c'est aussi un réenracinement. En fait, c'est ce qu'essaye de suggérer un peu aussi Salah à sa manière dans sa proposition. Donc je pense qu'il y a, en fait, on peut être dérouté par votre ton et tout ça, mais je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement optimiste aussi dans la lecture qu'on peut en faire. Voilà, c'est tout ce que je me permettrais de dire. Une autre question? Oui. Oui, aussi après, oui. Bon, ben, vas-y, Araski, après on passera à Camille sur la route du fond. En fait, j'ai pas de questions, mais je voulais juste dire deux mots. J'ai eu le plaisir de lire les deux livres. J'ai beaucoup aimé la poésie de Salah pour essentiellement deux raisons. La première, c'est que vous en avez parlé. On y retrouve cette minéralité qui est très apaisante et qui est... comment dire, qui est complètement, qui fait partie de notre symbolique de la durée en tout cas. Et entre parenthèses, Achour aussi parle de la pierre à un moment donné en citant Sartre et en parlant de la permanence, parce que la pierre c'est aussi la permanence. Donc j'ai beaucoup aimé cette poésie à cause de ça, mais aussi à cause comment dire, de cette tonalité qui est complètement dénuée de toute tentation de slogan, de sloganisme, etc. Il y a une implication sociale et politique, mais elle n'est pas dite sur la tonalité du militantisme, de cette poésie un peu facile, enfin, à mon avis. Donc ça fait un univers, en tout cas, que j'ai beaucoup apprécié. Je vais revenir à Achour, qui a essayé de se dresser en greffier de la perte. Mais moi qui ai lu les livres et qui ai lu certains de ces autres livres, notamment Oublier la France, Achour est pour moi un grand écrivain. Vraiment, hein, je l'ai dit, malheureusement, il n'a pas la visibilité qu'il devrait avoir, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a un univers, et tout ce qu'il dit de l'exil, sur un ton un peu désespéré, qu'il dit à l'oral, là, ne se retrouve pas à l'écrit, parce que c'est tellement bien écrit qu'on oublie cette perte. C'est vraiment un scintillement dans le style qui est vraiment, ça se lit superbement bien. Et puis, il y a cette capacité à nous interroger sur des choses auxquelles on n'a pas pensé. Voilà, donc c'est vraiment il nous invite à l'introspection, par exemple, le rapport de l'exilé par rapport à l'administration, sur toute la problématique des papiers, etc. Et c'est vrai qu'on a tous connu ça, hein, je veux dire, on devient une espèce de machine à ne penser qu'à ça. Comment on devient des producteurs de preuves. On devient des producteurs de... voilà, il y a tout ça qui est dans ce livre et qui est moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, par rapport au débat que vous venez d'avoir, sur la transmission, tu trouves qu'il n'y a rien à transmettre, il y a au moins la perte. Il y a au moins cette perte à transmettre. Et c'est ça qu'a fait, par exemple, la chanson Kabyle. Elle a transmis la perte. Toute la chanson de l'exil, etc., c'est cette perte-là qui a été transmise, et que la perte peut être à l'origine d'œuvres d'art magnifiques et être en soi un univers. Voilà, c'est tout. Merci pour cette soirée, merci pour ce petit résumé de 2 heures
que je lirai avec plaisir, parce que malheureusement, je n'ai pas eu encore ce plaisir-là comme Square. Donc j'ai acquis les 2 livres et je serai pressé de m'y plonger. Il se trouve que je connais Salah Ashar depuis le lycée Amirouche. Et je rappelle à Salah que tu écrivais déjà au lycée. Moi, je me souviens parce que tu as parlé de 1973, mais en fait, tu écrivais bien avant ça. En seconde, je me souviens, tu étais en seconde première, tu écrivais déjà des poèmes. Voilà. Donc, et tu t'intéressais déjà au théâtre, etc., au lycée. À Ashur, on était maître d'Internet tous les deux en classe de terminale. On a eu le même itinéraire d'exil, effectivement. En fait, moi, je n'ai pas de questions à vous poser parce que je n'ai pas lu les livres, juste 2 remarques, mais vous pouvez en faire éventuellement des questions. Salah, quand tu nous as lu le poème La pierre native, je te signale que tu as sauté le 2e paragraphe. Tu ne l'as pas lu. Lequel? Oui, tu ne l'as pas lu, parce que je te suivais, et les trois vers que tu n'as pas lus, c'est les survivants des guerres, oui, c'est vrai, oui. les naufragés de l'histoire, vrai, les rescapés du temps. Oui, c'est vrai. Désolé. Donc, non, mais je veux dire, c'est important peut-être de voir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi cet oubli-là en plus de ces 3 vers qui, pour moi, sont extrêmement denses, importants. Je les relis, les survivants des guerres, les naufragés de l'histoire, les rescapés du temps. Voilà. Et à Ashur, quand tu parlais de la pierre que tu as retrouvée au village, et tu disais qu'elle était morte et que tu l'avais perdue, en fait, que peut-être aussi, peut-être qu'elle est vivante d'un autre côté, parce qu'elle t'a perdu. Elle t'a perdu, cette pierre-là. Voilà. Elles nous ont perdus. Merci. Oui, à moins que vous vouliez déjà réagir sur Non, ce qui a été dit. Bonsoir, merci effectivement. Moi, je voulais poser une question à M. Amara. Vous l'appelez Christian Achol, moi je l'appelle M. Amara, comme ça. Je n'ai pas eu effectivement l'occasion de lire encore le livre, et pourtant il m'a été conseillé par Sofiane dès qu'il a été édité. Moi, je vais revenir à la perte. Est-ce que cette perte-là, finalement, pour nous les exilés, comme ça, ce n'est pas quelque chose pour laquelle on va dire heureusement qu'elle est là. Cette perte-là, en fait, finalement, c'est pas, monsieur citait tout à l'heure Derrida, c'est pas une déstructuration de quelque chose. C'est-à-dire que vous n'êtes pas déstructuré. C'est comme si vous avez mis votre univers que vous avez laissé là-bas dans une petite musette et vous la prenez dès que vous en avez besoin, en fait. C'est-à-dire, c'est... Comment je vais dire? Voilà, heureusement qu'il est là, cette perte. C'est-à-dire, c'est cette perte-là, et grâce à cette perte-là, vous n'êtes pas perdu, vous. Ne faisons pas de cette perte tout ce qui est négatif ou la négation complète de soi. Cette perte, c'est peut-être elle qui peut restructurer quelque chose s'il y a quelque chose à restructurer. Est-ce que cette perte, donc, n'est pas une faculté comme la faculté d'oubli nietzschéenne à peu près? Est-ce qu'on ne dit pas heureusement qu'il est là? Ça, c'est pour M. Amara. Pour M. le poète, j'ai pas... C'est pas M. le poète. Un poète se suffit à lui-même, il n'a pas besoin d'un monsieur. Salah. Salah. Je dirais comme ça, Salah. Salah, voilà. Je ne l'ai pas effectivement donc lu encore, mais vous qui faisiez des pierres, qui essayiez de percer le noumen des pierres, est-ce que aussi ces pierres-là
n'existe pas aujourd'hui par votre regard, parce que justement, c'est comme si vous les avez perdus, c'est comme vous les chantez, vous les récitez, Absolument. mais pour les faire revivre, pour Absolument. dire qu'ils sont là. Absolument. Est-ce que cette perte-là aussi, heureusement que vous les avez perdus, sinon on n'aura pas peut-être ce livre. Absolument. D'accord. Je ne sais pas, moi, la question, je la pose comme ça, c'est clair. Voilà, c'est une question. Merci. Si vous avez... Oui. Non, c'est juste... non, mais je suis d'accord avec cette... c'est le travail d'écriture. L'écriture, c'est qu'on... Oui, c'est vrai, je suis vraiment... c'est quand même... il y a un coup de psychanalyse là-dedans, là, peut-être le fait que j'ai sauté les trois. Mais je voulais juste revenir effectivement là-dessus, la pierre native. On ces fissures natives. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est ça, quand on parle des pierres, la plupart des poètes, que ce soit François Cheng, j'en parlais tout à l'heure, ou Octavio Paz, se posent toujours la question de l'originaire. On pose toujours la question d'originaire. On a toujours tendance à dire, bon voilà. Et que moi, dans cette histoire-là, c'est-à-dire que toute naissance est fissure, toute naissance est blessure. Toute naissance et blessure, c'est à partir de cette... et conflit quelque part, et séparation. C'est-à-dire, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on naît, on grandit, on essaye de grandir dans la fissure, dans la séparation, et c'est là que c'est l'alphabet du commencement. C'est comme ça qu'on commence déjà à raconter, à construire un récit, à raconter, et tout se suit. Et là, on le retrouve, à mon avis, comme je disais au début, ce n'est qu'après que j'ai commencé un peu à retrouver, un peu à dialoguer avec les poètes, où je retrouve cela. Vraiment, c'est cette question-là, effectivement, c'est le conflit est premier. La scission est complète, la brisure, la blessure, et tout ça. Et c'est à partir de là que commence le travail de l'histoire, que se construit l'histoire. Et donc, je racontais un peu ce pays aussi, qui est l'alphabet des commencements. Voilà. Bon, donc, je voulais juste un peu faire un clin d'œil à des poètes aussi. Pareil, tu peux passer le micro pour Achour, s'il te plaît. Voilà. Oui, toi, tu peux prendre, bien sûr, oui. Puisque c'est le terme de perte qui revient à ce que j'ai dit, ça marche? Oui. Et, c'est vrai que la critique qu'on fait, c'est oui, mais quand même, il y a une renaissance, un recommencement, une reconstruction. J'ai commencé tout à l'heure par dire que on s'exile après une vie remplie, enfin pleine. C'est-à-dire qu'on a déjà passé un nombre d'années les plus importantes. On a construit notre relation au monde par la langue maternelle, par les paysages, par les coutumes, etc., etc. Tout le monde a vécu ça. Donc cette histoire-là n'est pas du tout la même que celle qu'on va commencer dans l'exil, à acquérir des tas de choses encore, etc. Et donc, j'ai parlé de la gestion de cette perte. Voilà. Donc, on peut la gérer, effectivement, en disant je recommence ces années, bon courage. D'accord? Why not? D'accord. Par contre, ce qui est intéressant, ce qu'il dit par exemple Montalvo, c'est sur la transmission. Moi, j'ai pas dit qu'il n'y a pas de transmission. J'ai dit elle est à moitié. D'accord? Montaigne dit c'est celui qui l'a à moitié, celui qui la parle. C'est comme la langue. C'est la moitié à celui qui la parle, mais celui qui l'écoute. La gestion de la perte, donc la transmission de la perte fait partie de cette gestion de la perte. À la limite, mon livre, c'est la transmission de la perte. Je transmets la perte. Je dis pas la perte, je transmets la perte. Je suis d'accord, on a un chapitre, un nouveau chapitre, effectivement, la transmission. Voilà, je constate la perte, je transmets la perte. Et je suis persuadé que les immigrés de première génération, ils transmettent que ça. En fait, la perte de langue, d'origine, la perte de transmettre. En essayant de transmettre, en fait, ils transmettent leur perte, en fait, en quelque sorte. Leur perte
leur propre langue, de leur propre culture, etc. Donc, il y a transmission à moitié, et dans la gestion de cette perte, eh ben, la transmission fait partie de la perte de cette gestion, etc. Hassan, tu as dit, tu parlais de quoi Que la perte, elle est aussi dans l'autre sens. Que la pierre t'a perdu aussi. Ah oui, la pierre. Tu as dit que la pierre que j'ai perdue. Non, c'est-à-dire Ah oui. la perte est dans Elle m'a l'autre perdu, absolument. Voilà, c'est-à-dire que. Ah non, mais c'est... Voilà. Ils La nous perte, ont perdu c'est-à-dire, aussi. la perte, elle est bidirectionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on a perdu, on est perdu. D'ailleurs, j'en parle de temps en temps, le titre dans le livre où je dis perdu, quoi. Mais en fait, il y a un chapitre, j'ai appelé le revenant. C'est-à-dire quand on repart, quand l'exilé, après un long séjour, il repart dans son pays natal, et toute la psychologie qu'il développe, lui et les siens, est tout un échange qui est très souvent un échange factice. Et donc en fait, on fait semblant que moi je te connais, toi tu me connais, en fait c'est pas vrai du tout. Par exemple, s'il y a un inceste dans la famille, tu ne le diras pas, hein. Il y a plein de choses comptées. On ne va pas se le dire. Il y a des tas de choses, parce que tu pars pour un mois, c'est la fête, tout. Donc, même à travers dans le dialogue entre celui qui revient vers les siens, il y a quelque chose qui, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est faux. Il est faux, mais il est joué par tout le monde. C'est une sorte de comédie, tellement tout le monde est d'accord sur la mise en scène, etc. Voilà, effectivement, c'est une bonne idée. En fait, c'est la pierre m'a perdu. Moi, je dis, elle est, je la vois, mais je vais la perdre. Enfin, elle va se perdre. D'ailleurs, c'est la même chose pour la langue. Je ne sais pas, tu as dit tout à l'heure que le bac, ça descend, c'est le pourcentage des candidats. Je constate que ça, je vais la perdre. Donc, je fais quoi? Faut que je gère ça. Il faut que je me prépare au pire. Voilà. Donc, voilà. Gérer la perte. Après tout, ça peut être de la création. Tiens, on devient optimiste. Ça me va. On va se prendre une dernière question à chaud. Donc moi, c'est peut-être une remarque, hein. Je ne sais pas comment exprimer ma question ou ma remarque, parce que de cet exil, il y a le déracinement, c'est surtout l'exil ou le déracinement des femmes, et de la première génération de ces femmes, de ma mère entre autres, qu'elle repose en paix, quand elle est arrivée, après il y en a eu avant, et légèrement après, de ces femmes qui ont été déracinées du village, par rapport à l'exil toujours, hein, et qui se sont retrouvées dans un hôtel d'hommes, dans une ville qu'elles ne connaissaient pas. Mais même au pays, du village directement. Ça devait être terrible. J'ai jamais questionné ma mère. C'est cette pudeur à l'intérieur des familles, tout ça, on n'ose pas parce que c'est fait, mais qui doit être par rapport à l'homme qui avait déjà une certaine vie sociale à l'intérieur, et ce truc-là, dans notre pessimisme, ça devait être de cette première génération après. Bon. Oui, parce que j'avais dit tout à l'heure que celui qui quitte son pays, je ne parle pas des exilés, ceux qui sont nés, par exemple, dans le pays natal, dans le pays d'accueil. Pour moi, ce n'est pas des exilés. Non. Donc la femme, ou le mari, ou le fils qui vient une fois jeune adulte, c'est arrachement. Donc celui qui n'est pas arraché, c'est une autre catégorie. Là, on revient sur l'exil intérieur, tout ce que vous voulez, mais l'exilé, pour moi, c'est un truc concret. C'est celui qui s'arrache à son pays natal pour des tas de raisons, qui va s'installer dans un autre pays, puis après, avec toutes les épreuves, les écueils, tout ça, etc., et au bout d'un certain temps, il se pose des questions métaphysiques, existentielles, il fait des bilans, etc. Et puis parfois, il se dupe, il peut se duper, je suis content, je suis heureux, vive l'exil, voilà, alors il se plaint, peu importe. En tout cas, il y a je me répète, il y a cette gestion de la perte. Il faut être sincère avec soi-même, on gère cette perte. On peut la gérer, si je peux dire de joie, hein. Le problème n'est pas là, c'est lié.
Je pense aussi pour dire, Amélie, juste quand même pour dire que effectivement votre livre parle de la perte et d'une vision relativement que vous. Je ne sais pas si c'est pas une posture finalement vous voulez pessimiste, même si probablement effectivement ça correspond à votre propre parcours, à vos propres émotions. Mais comme le disait tout à l'heure Ski, c'est que vous parlez dans votre parcours et dans votre livre, notamment du rapport à l'administration, mais je pense aussi que de manière plus profonde, vous décortiquez par exemple le rapport administratif et politique de la société à l'exilé ou au demandeur d'asile, et vous montrez que finalement, comment une politique qui repose sur la suspicion, qui repose sur la peur, qui repose sur l'obligation de celui qui arrive de mentir vrai, pour reprendre la référence à laquelle vous faites, comment tout cela peut fonctionner. Donc ça veut dire qu'on a là, dans votre livre, aussi quand même quelque chose qui élargit le cadre, le champ, qui affine sur ces questions, effectivement, de l'interaction entre celui qui arrive et la société, sur le parcours des générations et sur les projections des générations quant à leur devenir. Donc c'est un livre extrêmement riche, encore une fois, effectivement, extrêmement bien écrit. Et bien, je vous remercie. Tu peux rajouter quelque chose, ça va? Si c'est possible, je termine juste par... Et puis on va terminer sur une lecture et ensuite... C'est le dernier poème qui s'appelle « Nous sommes de ce monde ». Qui est une ouverture sur le monde qui m'a fait penser à la fois à Edgar Morin et à Pierre Rabhi. Voilà. Nous sommes de ce monde. Nous sommes de ce monde et nous voulons y lire demeure. Enfin, que ce monde soit aussi le nôtre. Et vous aussi, soyez des nôtres. Soyez donc des nôtres, enfin. Et qu'il en soit ainsi toujours le monde, le même et toujours différent, sans cesse, toujours. Nous l'apprivoisons le monde, nous l'approchons sur la pointe des pieds, de peur de réveiller ses démons, ses vieux démons, raviver ses blessures, le souvenir encore vif des destins saccagés, des vies livrées à l'opprobre, à l'œil aveugle du temps. Mais nous y entrons aussi parfois par effraction, voire souvent comme des clandestins, des parias, des voleurs, des sans-papiers, des sans-payés, des sans-noms. Nous voulons en fait le pain et la parole, et le feu. Nous voulons nous réchauffer au feu de l'hospitalité, au feu, nous brûler au feu de la rencontre. Nous cherchons à nous loger. Nous voulons loger dans ces cimes, les cimes du monde, et dans ces bas-fonds, dans ces misères aussi, dans ces splendeurs, loger en son centre et dans les périphéries de ces déshérences. Mais le monde est petit pour nous, trop petit, pour tout, pour notre immense besoin de mémoire, pour notre soif d'histoire, de justice, de dignité, pour abriter nos amours brisés, soigner nos blessures, donner un sens à la terrible interaction de la trame, au chaînon manquant. Nous habitons le monde et le monde nous habite, dans le tumulte et la disgrâce, le renoncement, le reniement, la perte. Ah, tu veux que Vincent, tu as changé? Oui. Comme ça, chacun met un trait. D'ici. Et au bout de l'exil, voilà. Ok, tu revendiques. Ouais. C'est les derniers mots de là. Tu revendiques 1000 origines. Non, celui-là. Plus haut? Ouais. Ok. Tu es le ruisseau sans début ni fin qui range ses deux rives et prend de la vitesse au milieu. Citation de Deleuze-Guattari. Tu revendiques 1000 origines, 1000 langues, et tu t'apprêtes à affronter 1000 destins. Tu te crées des patries éphémères, tu te retérioralises à chaque aube, chaque jour tu t'engendres, tu es un, plusieurs en un, tu exultes de mordre l'exil aux fesses, tu exilistes. Exilistes, c'est bien dit? Ça va, monsieur Achou? Non, je répète. Ça marche. Je vous remercie. Les prochains rendez-vous sont affichés en haut. On se retrouve pour les dédicaces si vous voulez. Merci.
Merci.